L'histoire complète d'Isabella Martinez. Un millionnaire s'effondre au sol, haletant, au bord de la mort. Personne ne l'aide, jusqu'à ce qu'une petite fille pauvre de 7 ans s'approche et crie « Calmez-vous, je suis médecin ». Tout le monde rit, mais quelques secondes plus tard, elle accomplit l'impossible et change 2 vies pour toujours. Le matin de décembre dans le centre-ville de Chicago était glacial, le genre de froid qui traverse votre manteau coûteux comme s'il était fait de papier. Michael Richardson ajusta sa cravate en soie une dernière fois avant de sortir de sa Mercedes noire sur Michigan Avenue. À 40 ans, il était tout ce dont l'Amérique rêve de devenir. PDG de Richardson Tech Solutions, d'une valeur de plus de 50 millions de dollars, avec un penthouse donnant sur le lac Michigan. Mais le succès, il l'avait appris à ses dépens, ne pouvait pas combler le vide là où son cœur se trouvait autrefois. Monsieur Richardson, la réunion du conseil d'administration est dans 20 minutes. L'appela son assistante Sarah depuis le siège passager. Michael lui fit signe de la main, marchant déjà vers la tour de verre étincelante qui abritait son empire. Son esprit était ailleurs, comme souvent ces derniers temps, piégé dans les souvenirs du rire de Jennifer, résonnant dans des pièces vides. 3 ans depuis que le cancer l'avait emporté, et chaque matin ressemblait encore à un réveil dans la vie de quelqu'un d'autre. La douleur commença comme une douleur sourde derrière son sternum, comme une indigestion due au stress d'une autre fusion d'entreprises. Michael s'arrêta au coin de Michigan et Wacker, pressant sa main contre sa poitrine. L'heure de pointe matinale coulait autour de lui, des gens d'affaires serrant des tasses de café, leur souffle créant de petits nuages dans l'air glacial. Puis cela le frappa comme un marteau pilon. Le poids écrasant explosa à travers sa poitrine, irradiant dans son bras gauche avec la force d'un train de marchandises. Michael haleta, trébuchant vers l'arrière contre un lampadaire. Sa vision se brouilla, le monde basculant de côté comme si Dieu lui-même avait saisi Chicago et lui avait donné une secousse violente. « À l'aide !» murmura-t-il. Mais le mot sortit à peine comme un souffle. Ses jambes cédèrent et il s'effondra sur le trottoir gelé, son costume à $1000 ne le protégeant pas du béton impitoyable. La ville continuait de bouger. Quelques personnes baissèrent les yeux, leur visage montrant ce mélange urbain particulier de préoccupation et d'autopréservation. Quelqu'un sortit un téléphone, mais dans le chaos du moment, personne ne semblait savoir quoi faire. « Appelez le 911 !» cria une femme. « Quelqu'un connaît-il la RCP ?» appela une autre voix. Le monde de Michael rétrécissait à un point de conscience. À travers l'obscurité grandissante, il pouvait entendre des fragments de conversation, sentir la vibration des pas sur le trottoir. Mais tout semblait arriver à quelqu'un d'autre, quelque part, très loin. C'est alors qu'il l'entendit. Une petite voix claire perçant la panique comme une cloche. « Calmez-vous, je suis médecin ». La voix appartenait à un enfant, haute et confiante d'une manière qui n'avait absolument aucun sens. À travers sa vision défaillante, Michael vit une petite silhouette se frayant un chemin à travers la foule d'adultes, traînant ce qui ressemblait à une boîte en carton remplie de barres de chocolat. « Bougez, s'il vous plaît, laissez-moi passer !» La voix se rapprochait, plus urgente. « Je peux l'aider. »« Ma chérie, tu dois reculer », dit gentiment un homme plus âgé. « C'est une urgence d'adulte. »« Je suis médecin », insista l'enfant. Et il y avait quelque chose dans cette petite voix, une autorité désespérée, qui fit même hésiter les adultes sceptiques. « S'il vous plaît, faites-moi confiance. Il fait une crise cardiaque et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Michael sentit de petites mains sur son poignet, vérifiant son pouls avec une précision qui semblait impossible. Ces mêmes petites mains commencèrent à positionner sa tête, vérifiant ses voies respiratoires, avec des mouvements qui parlaient de vraie connaissance, pas de jeu d'enfant. « Son pouls est faible mais régulier », annonça la voix de l'enfant à la foule. « J'ai besoin que tout le monde recule et lui donne de l'espace pour respirer. Quelqu'un appelle le 911 et dites-leur que nous avons un homme d'environ 40 ans qui fait ce qui semble être un infarctus du myocarde. » Même dans son brouillard, Michael reconnut la terminologie médicale. Ce n'était pas un enfant ordinaire jouant au déguisement. Alors que la conscience lui échappait comme de l'eau entre ses doigts, la dernière chose que Michael Richardson vit
fut une paire d'yeux bruns foncés, le regardant avec l'intensité de quelqu'un de bien plus âgé que ses années. Des yeux qui contenaient à la fois une profonde tristesse et une détermination inébranlable. « Restez avec moi, monsieur », murmura la petite voix. « Je ne vous laisserai pas mourir. Pas aujourd'hui. » Isabella Martinez, 7 ans, vendait des bonbons dans les rues de Chicago depuis 8 mois maintenant. Depuis que sa grand-mère, Rosa, ne pouvait plus faire des doubles quarts à l'entreprise de nettoyage. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle n'était pas juste Isabella la vendeuse de bonbons. Elle était le docteur Isabella Martinez, exactement comme Mama avait toujours rêvé qu'elle le devienne. « Monsieur, pouvez-vous m'entendre ?» Isabella s'agenouilla à côté de Michael, ses petites mains étonnamment stables, pendant qu'elle vérifiait son pouls au poignet. La foule autour d'eux était devenue silencieuse, regardant cette scène impossible se dérouler. Un enfant, à peine assez grand pour atteindre la taille de la plupart des adultes, prenait le contrôle d'une urgence médicale avec la confiance d'un médecin expérimenté. Les lèvres de Michael devenaient bleues, sa respiration superficielle et laborieuse. Isabella avait vu cela auparavant dans les manuels médicaux que sa mère avait laissés, dans les vidéos YouTube qu'elle regardait à la bibliothèque publique quand elle aurait dû jouer avec d'autres enfants. « J'ai besoin que quelqu'un chronomètre ça », annonça Isabella, commençant les compressions thoraciques avec une force surprenante. Sa technique était parfaite, les mains positionnées exactement au-dessus du sternum, les coudes verrouillés, comprimant d'au moins 5 cm de profondeur. Comptez à haute voix, 30 compressions, puis je donnerai des respirations de secours. « Chérie, où as-tu appris ça ?» demanda Madame Chen, la femme âgée qui tenait le magasin de fleurs à proximité et qui avait regardé Isabella vendre des bonbons tous les jours. « Ma maman me l'a enseigné », répondit Isabella sans briser le rythme. 1, 2, 3, 4. Elle a dit « Les médecins n'abandonnent jamais, ne cessent jamais de se battre pour la vie. » 15, 16, 17. La foule commença à murmurer entre eux. Certains sortirent leur téléphone pour enregistrer. D'autres appelèrent des membres de leur famille pour leur parler du miracle qu'ils étaient en train de voir. Mais Isabella n'entendait rien de tout cela. Son monde entier s'était rétréci à l'homme sous ses mains et au rythme régulier des compressions vitales. 28, 29, 30. Isabella inclina la tête de Michael en arrière, souleva son menton et donna 2 respirations de secours, regardant sa poitrine se soulever et retomber. Elle avait pratiqué cette séquence des centaines de fois sur le vieux mannequin de RCP au centre communautaire, mais jamais sur une vraie personne, jamais quand la vie réelle de quelqu'un était en jeu. Au loin, les sirènes hurlaient, se rapprochant à chaque seconde qui passait. « Allez, monsieur !» murmura Isabella entre les compressions. « Vous avez des gens qui vous aiment. Ne les quittez pas encore. Ne les quittez pas comme ma maman m'a quitté. » Les paupières de Michael tremblèrent. Un petit halètement s'échappa de ses lèvres. « Il répond !» cria quelqu'un dans la foule. Isabella vérifia immédiatement son pouls à nouveau, plus fort maintenant, plus régulier. Sa couleur s'améliorait, la teinte bleue disparaissant de ses lèvres. Elle l'avait fait. Elle l'avait vraiment fait. Les ambulanciers arrivèrent juste au moment où les yeux de Michael commençaient à s'ouvrir, confus et flous, mais indéniablement vivants. L'ambulancier en chef, un homme robuste nommé Dave, avec 20 ans d'expérience, jeta un coup d'œil à la scène et secoua la tête avec étonnement. « Qui a fait la RCP ?» demanda Dave, posant son équipement. Chaque doigt dans la foule pointa vers Isabella, qui était maintenant assise tranquillement à côté de Michael, tenant sa main et lui parlant d'un ton doux et rassurant. « Petite fille, » dit Dave gentiment, « tu viens de sauver la vie de cet homme. Où as-tu appris à faire ça ?» Isabella leva les yeux vers lui avec ces mêmes yeux sombres et sérieux qui avaient captivé Michael quelques instants plus tôt. « Ma maman était le docteur Elena Martinez. Elle m'a enseigné que la connaissance est la seule chose que personne ne peut jamais vous enlever. » Alors que les ambulanciers chargèrent Michael sur une civière, il réussit à saisir la petite main d'Isabella avec une force surprenante. « Comment tu t'appelles » murmura-t-il d'une voix rauque. « Isabella Martinez, » répondit-elle. « Et ne vous inquiétez pas, monsieur, l'hôpital va bien prendre soin de vous maintenant. » Mais alors que les portes de l'ambulance se fermaient et que Michael était emmené vers l'hôpital général de Chicago,
Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer que ce n'était que le début d'une histoire qui changerait leur de vie pour toujours. De retour sur le trottoir, Isabella ramassa sa boîte de barres de chocolat, la plupart éparpillées et oubliées dans le chaos. Demain, elle reviendrait au même coin, et les gens la verraient comme juste une autre gamine pauvre, essayant de gagner quelques dollars. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'assister à la naissance d'une légende. Le docteur Amanda Foster dirigeait le service des urgences de l'hôpital général de Chicago depuis 15 ans. Elle pensait avoir tout vu. Crise cardiaque, accident de voiture, overdose, blessure par balle, tout le spectre de la tragédie et de la résilience humaine. Mais rien ne l'avait préparé au rapport qui arriva avec l'ambulance transportant Michael Richardson. Dr Foster appela l'ambulancier Dave Williams alors qu'il faisait rouler Michael à travers les portes automatiques. Vous n'allez pas croire celle-là. La RCP a été effectuée par un enfant de 7 ans dans la rue. Technique parfaite, exécution de manuel. Je n'ai jamais rien vu de tel. Amanda haussa un sourcil, mais se concentra sur son patient. Michael Richardson était stable maintenant, conscient et réactif, sa couleur bonne malgré l'épuisement évident de son événement cardiaque. L'ECG préliminaire montrait des signes clairs d'un infarctus du myocarde, mais quiconque avait effectué la RCP l'avait gardé en vie assez longtemps pour une intervention médicale appropriée. Monsieur Richardson, je suis le docteur Foster. Comment vous sentez-vous? Comme si j'avais été frappé par un camion, réussit à dire Michael, sa voix rauque. Mais vivant grâce à une petite fille. Est-ce qu'elle va bien? Quelqu'un s'est-il assuré qu'elle rentrait chez elle en sécurité? Monsieur, nous devons nous concentrer sur vous maintenant, répondit Amanda, bien qu'elle prit une note mentale pour faire un suivi sur l'enfant plus tard. Vous avez eu une crise cardiaque et nous devons vous emmener immédiatement au laboratoire de cathétérisme. Alors qu'il préparait Michael pour un cathétérisme cardiaque d'urgence, Amanda ne pouvait pas se débarrasser de l'histoire de l'ambulancier. Une enfant de 7 ans effectuant la RCP. C'était médicalement impossible, ou du moins hautement improbable. Les enfants de cet âge avaient à peine la force physique pour fournir des compressions thoraciques efficaces, sans parler de la connaissance et de la composure émotionnelle requise. 2 heures plus tard, après avoir ouvert avec succès l'artère coronaire bloquée de Michael, Amanda se retrouva en train de réviser les images de caméras de rue que la police avait fournies. Ce qu'elle vit lui fit remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la médecine et le développement de l'enfant. La petite fille à l'écran bougeait avec un but et une précision qui défiaient l'explication. Son placement des mains était parfait, sa profondeur de compression appropriée, sa technique de respiration de secours impeccable. Elle gérait même la foule, donnait des instructions claires aux passants et maintenait un timing parfait tout au long de toute la séquence. Dr Foster, l'infirmière Patricia Hendricks, frappa à la porte de son bureau. Il y a quelqu'un ici qui demande après Monsieur Richardson. Elle dit qu'elle est la fille qui l'a aidée. Amanda leva les yeux des images, curieuse. Faites-la entrer. Isabella Martinez entra dans le bureau du docteur Foster, portant les mêmes vêtements simples de plus tôt. Jeans décolorés, veste violette usée et des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Mais sa posture était confiante, son regard direct et intelligent. « Je voulais m'assurer qu'il allait bien », dit simplement Isabella. « Monsieur Richardson, est-ce qu'il va aller bien ?»« Et tu es ?» Isabella Martinez. J'ai effectué la RCP sur lui ce matin. La façon dont elle le dit, factuelle et professionnelle, envoya des frissons dans la colonne vertébrale d'Amanda. Isabella, où as-tu appris à effectuer la RCP? Ma maman me l'a enseigné. Docteur Elena Martinez. Elle travaillait à l'hôpital St. Mary's avant de tomber malade. La voix d'Isabella resta stable, mais Amanda remarqua que ses mains se serrèrent légèrement sur ses côtés. Le nom frappa Amanda comme un coup physique. Docteur Elena Martinez. Elle se souvenait bien d'elle. Médecin d'urgence brillante, l'un des médecins les plus dévoués, avec qui Amanda avait jamais travaillé. Elena était morte il y a 2 ans d'un cancer du pancréas, une perte dévastatrice pour la communauté médicale. Elena Martinez était ta mère? Isabella hocha la tête. Elle m'a enseigné tout ce qu'elle pouvait avant de mourir. Elle disait que la connaissance était le seul héritage qu'elle pouvait me donner, que personne ne pouvait voler.
Amanda étudia l'enfant devant elle, les yeux sérieux, la façon dont elle se tenait, la confiance calme face à l'autorité adulte. C'était la fille d'Elena. Et soudain, tout commençait à avoir du sens. Isabella, ce que tu as fait aujourd'hui était extraordinaire. Tu as sauvé la vie de cet homme en utilisant des techniques que la plupart des adultes ne connaissent pas. Maman disait toujours que la médecine ne concerne pas l'âge ou la taille. Il s'agit de connaissance, de compassion et du courage d'agir quand quelqu'un a besoin d'aide. Isabella fit une pause, regardant directement Amanda. « Est-ce que Monsieur Richardson va vraiment aller bien? J'ai besoin de savoir que j'ai tout fait correctement. »« Tu as tout fait parfaitement, » l'assura Amanda. « Mieux que parfait, en fait. Tu lui as donné exactement les soins dont il avait besoin au moment exact où il en avait besoin. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, la composure d'Isabella se fissura légèrement. Le soulagement inonda ses traits, suivi rapidement par autre chose, une détermination qui semblait bien trop mature pour ses 7 ans. « Docteur Foster, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, comment est-ce que je deviens un vrai médecin comme Mama? Je sais que je ne suis qu'une enfant, mais je veux aider les gens. Je veux sauver des vies. » Amanda fixa cet enfant remarquable, la fille d'Elena, assise dans son bureau, posant des questions que la plupart des gens ne considèrent pas avant l'université. À ce moment, elle prit une décision qui changerait tout. « Isabella, je pense que c'est une conversation que nous devons avoir très soigneusement, » dit Amanda. « Mais d'abord, il y a quelqu'un que je pense que tu devrais rencontrer. » Michael Richardson était réveillé depuis 3 heures, et les questions ne cessaient d'arriver. Médecins, infirmières, administrateurs, tout le monde voulait savoir sur l'enfant qui avait sauvé sa vie. Mais Michael se trouvait incapable de se concentrer sur leurs demandes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ses yeux sombres et sérieux, le regardant avec une intensité qui semblait impossiblement familière. « Monsieur Richardson !» Le docteur Foster frappa doucement à la porte de sa chambre. « Il y a quelqu'un ici qui veut prendre de vos nouvelles. La jeune dame qui vous a aidé ce matin. » Le moniteur de fréquence cardiaque de Michael accéléra immédiatement. « S'il vous plaît, faites-la entrer. » Isabella Martinez entra dans la chambre 314 avec la même confiance tranquille qu'elle avait montrée dans la rue. Elle était encore plus petite que Michael ne se souvenait, à peine assez grande pour voir par-dessus son lit d'hôpital. Mais il y avait quelque chose dans sa présence qui remplissait la pièce. « Comment vous sentez-vous, Monsieur Richardson ?» demanda Isabella, sa voix professionnellement préoccupée mais chaleureuse. « Grâce à vous, je suis vivant », répondit Michael, étudiant son visage soigneusement. Il y avait quelque chose de si familier dans ses traits, quelque chose qui tirait sur des souvenirs qu'il ne pouvait pas tout à fait saisir. « J'ai besoin de vous remercier correctement. Ce que vous avez fait, cela a pris un courage incroyable. » Isabella haussa les épaules comme si sauver des vies était quelque chose qu'elle faisait tous les mardis. Maman disait toujours que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. Votre maman semble être une femme sage. Elle l'était. La voix d'Isabella portait un poids de perte qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à porter. Docteur Elena Martinez. Elle est morte quand j'avais 4 ans. Les mots frappèrent Michael comme une autre crise cardiaque. Docteur Elena Martinez. Le nom s'écrasa dans sa conscience, apportant avec lui un flot de souvenirs qu'il avait essayé désespérément d'enterrer. L'hôpital St. Mary's, l'accident de Jennifer, le médecin qui s'était si durement battu, qui était resté avec eux pendant la pire nuit de sa vie, qui avait tenu la main de Jennifer alors qu'elle s'évanouissait. Michael fixa Isabella avec une nouvelle compréhension, voyant maintenant ce qu'il avait manqué auparavant. La forme de ses yeux, la détermination de sa mâchoire, la façon dont elle se portait avec une dignité tranquille. Elle était la fille d'Elena Martinez, la fille de la femme qui avait essayé de sauver sa femme. « Votre mère ?» murmura Michael, sa voix épaisse d'émotion. « Elle a essayé de sauver ma femme il y a 3 ans, Jennifer Richardson. » Les yeux d'Isabella s'élargirent de reconnaissance. « Vous êtes lui, l'homme pour qui Maman a pleuré. Elle a dit qu'elle avait tout essayé et qu'elle était si désolée de ne pas avoir pu sauver Madame Richardson. Elle a tout donné, » dit Michael, les larmes commençant à couler librement.
Votre mère était extraordinaire. Elle s'est battue pour Jennifer comme si elle était de la famille. Elle est restée avec nous, nous a réconfortés, n'a jamais abandonné l'espoir, même quand la situation était désespérée. La pièce tomba silencieuse, sauf pour le bip tranquille de l'équipement médical. Deux âmes connectées par la tragédie et la perte, se regardant à travers un lit d'hôpital, la compréhension s'éclairant enfin entre eux. Mama avait l'habitude de dire que parfois Dieu met des gens sur notre chemin pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, dit doucement Isabella. Elle disait que chaque vie que nous touchons, nous touche en retour. Michael tendit la main et prit la petite main d'Isabella dans la sienne. Votre mère a sauvé mon âme cette nuit-là, même si elle ne pouvait pas sauver la vie de Jennifer. Et aujourd'hui, vous avez sauvé ma vie. C'est comme... Il fit une pause, luttant pour trouver les mots. C'est comme si Elena était encore là-bas, se battant encore pour sauver les gens. À travers moi, termina Isabella, comprenant parfaitement. À travers vous. Le docteur Foster, qui avait tranquillement observé depuis l'embrasure de la porte, sentit ses propres larmes commencer à tomber. En 15 ans de médecine d'urgence, elle n'avait jamais été témoin de quelque chose de tout à fait semblable. Un cercle de compassion et de guérison qui transcendait la mort elle-même. « Isabella, dit Michael, sa voix devenant plus forte, je dois à votre mère une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Elle a tout donné en essayant de sauver Jennifer. Et maintenant, vous m'avez donné une seconde chance à la vie. Vous ne nous devez rien, monsieur Richardson. Ce n'est pas pour ça que Mama est devenue médecin, et ce n'est pas pour ça que je veux en devenir une. » Michael regarda cet enfant remarquable, cet héritage vivant d'une des personnes les plus compatissantes qu'il ait jamais connues, et prit une décision qui changerait leurs deux vies pour toujours. Isabella, et si je vous disais que vous n'avez pas à attendre d'être adulte pour être médecin? Et si je vous disais qu'il pourrait y avoir un moyen pour vous de commencer à aider les gens maintenant, aujourd'hui? Les yeux d'Isabella s'illuminèrent d'un espoir si brillant qu'il semblait illuminer toute la pièce. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, Isabella Martinez, que votre vraie éducation est sur le point de commencer. Le docteur Foster avait vu beaucoup de choses remarquables dans sa carrière, mais regarder Michael Richardson et Isabella Martinez découvrir leur connexion l'avait laissé sans voix. Maintenant, alors que Michael parlait du début de la vraie éducation d'Isabella, elle se trouvait en train de se pencher en avant, captivée par ce qui se déroulait devant ses yeux. « Monsieur Richardson », intervint doucement le docteur Foster, « qu'est-ce que vous proposez exactement ?» Michael regarda entre Isabella et le médecin, son esprit se précipitant avec des possibilités qui avaient semblé impossibles juste quelques heures plus tôt. « Docteur Foster, et si je vous disais que je cherche un moyen d'honorer la mémoire de ma femme depuis 3 ans, et je pense que je viens de le trouver ?» Isabella l'observa attentivement, son jeune esprit traitant la conversation d'adulte avec une clarté remarquable. « Vous voulez m'aider à devenir médecin. Je veux vous aider à devenir le médecin que votre mère rêvait que vous deveniez, » répondit Michael. « Mais plus que ça, je veux m'assurer que d'autres enfants comme vous, des enfants avec des dons extraordinaires et des circonstances, obtiennent les chances qu'ils méritent. » La voix de Michael devint plus forte, alors que l'idée prenait forme. « Docteur Foster, qu'est-ce qu'il faudrait pour créer un programme spécial ici, à l'hôpital général de Chicago ? Une initiative de formation médicale pour les jeunes qui pourrait identifier les enfants doués et leur fournir une véritable éducation médicale. » Les sourcils du docteur Foster s'élevèrent. « Monsieur Richardson, c'est une entreprise incroyablement complexe. Il y a des questions légales, des exigences éducatives, des protocoles de sécurité. Tout cela peut être résolu avec une planification appropriée et un financement adéquat, » interrompit Michael. « Je parle de créer quelque chose de révolutionnaire, un programme qui n'attend pas que les enfants grandissent avant de nourrir leurs dons. » Le cœur d'Isabella battait si vite qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Vous voulez dire que je pourrais vraiment apprendre, comme vraiment apprendre la médecine, pas seulement dans de vieux manuels, mais de vrais médecins, avec une supervision appropriée et des modifications adaptées à l'âge. »« Oui, » dit Michael, se tournant vers le docteur Foster. « Docteur, vous avez vu ce qu'Isabella a fait aujourd'hui. Ce n'était pas de la chance ou une coïncidence.
C'était de la formation, de la connaissance et des capacités naturelles. Combien d'autres enfants pourraient être là-bas avec un potentiel similaire, manquant seulement d'opportunités? Le docteur Foster se trouvait prise dans la vision de Michael, malgré sa prudence professionnelle. Cela nécessiterait l'approbation du conseil d'administration, une assurance spéciale, un curriculum modifié, et je peux fournir le financement pour tout cela, dit fermement Michael. Je peux doter le programme, embaucher les meilleurs éducateurs, créer des bourses pour les enfants qui montrent des aptitudes. Nous pourrions l'appeler le programme d'éducation médicale pour jeunes Elena Martinez. Isabella Alta, ses yeux se remplissant de larmes. Vous le nommeriez d'après Mama? Votre mère a dédié sa vie à guérir les gens, répondit Michael. Ce programme serait son héritage continué à travers vous et d'autres enfants comme vous. L'esprit du docteur Foster tournoyait avec les possibilités. Si nous pouvions le concevoir correctement, avec la sécurité comme priorité absolue, cela pourrait révolutionner la façon dont nous pensons à l'éducation médicale. Les enfants apprennent les langues le plus facilement quand ils sont jeunes. Pourquoi pas les concepts médicaux aussi? Exactement, dit Michael, son acumène commercial prenant le dessus. Nous pourrions commencer avec l'anatomie de base, la physiologie, la certification de premiers secours. À mesure que les enfants mûrissent, nous pourrions élargir le curriculum. Au moment où ils seraient prêts pour l'école de médecine, ils auraient des années d'avance sur leur père. Isabella vibrait pratiquement d'excitation. Et je pourrais aider d'autres personnes. Vraiment les aider? Tu aides déjà les gens, dit doucement le docteur Foster. Ce que tu as fait aujourd'hui le prouve. Mais oui, avec une formation appropriée, tu pourrais en aider beaucoup plus. Michael sortit son téléphone de la poche de sa veste. Docteur Foster, je vais passer quelques appels. D'ici la fin de la semaine, je veux avoir une proposition préliminaire pour le conseil d'administration de l'hôpital. Isabella, je veux que tu réfléchisses au type de médecin dont tu aimerais apprendre. Tous les types, répondit immédiatement Isabella. Médecine d'urgence comme Mama, mais aussi pédiatrie, chirurgie, cardiologie. Elle fit une pause, regardant directement Michael. Surtout la cardiologie. Je veux apprendre comment réparer les cœurs. Le symbolisme n'échappa à aucun d'entre eux. Isabella voulait réparer les cœurs, littéralement et figurativement. Il y a encore une chose, dit Michael, sa voix devenant sérieuse. Isabella, ce programme serait exigeant. Il nécessiterait du dévouement, des études, du travail acharné. Es-tu prête pour ça? Isabella redressa ses épaules, et pendant un moment elle ressembla exactement à sa mère pendant ces heures désespérées, essayant de sauver Jennifer. Monsieur Richardson, je me prépare pour ça toute ma vie. Mama disait toujours que nos dons ne nous appartiennent pas vraiment. Ils appartiennent aux gens que nous sommes censés aider. Michael sentit son propre cœur, nouvellement réparé et battant régulièrement, se remplir d'émotions. Alors, commençons. 2 semaines après la crise cardiaque de Michael, la salle de conférence de l'hôpital général de Chicago bourdonnait de tension. La réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée pour discuter de ce que certains membres appelaient déjà la proposition Richardson, un programme radical d'éducation médicale pour les jeunes qui défiait toutes les approches conventionnelles de la formation médicale. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Richardson, dit Dr Patricia Hawthorne, l'administratrice en chef de l'hôpital, depuis l'autre côté de la table en acajou, ce que vous proposez est sans précédent. Nous parlons de permettre aux enfants, certains âgés d'à peine 7 ans, dans des environnements de formation médicale. La responsabilité seule pourrait nous ruiner. Michael ajusta sa cravate, le même geste nerveux qu'il avait fait avant cette marche fatidique sur Michigan Avenue. Mais cette fois, il n'était pas seul. Le docteur Foster était assise à côté de lui, armée de recherches et de curriculum préliminaires, tandis qu'Isabella attendait dans le couloir avec l'assistante de Michael, Sarah, pratiquant des cartes mémoire d'anatomie. « Docteur Hawthorne, » répondit calmement Michael, « il y a 3 semaines, un enfant de 7 ans a sauvé ma vie en utilisant des techniques médicales que la plupart des adultes ne possèdent pas. Ce même enfant est la fille d'un des médecins les plus dévoués que cet hôpital ait jamais employé.
Nous ne parlons pas de mettre les enfants dans des situations dangereuses. Nous parlons de nourrir des dons extraordinaires sous supervision attentive. Le membre du conseil, Dr. James Kellerman, un chirurgien avec 30 ans d'expérience, se pencha en avant avec scepticisme. « Monsieur Richardson, je comprends votre gratitude, mais la médecine nécessite de la maturité, du jugement, de la stabilité émotionnelle. Les enfants ne possèdent simplement pas ces qualités. Alors comment expliquez-vous ce qu'Isabella Martinez a accompli ?» Intervint le docteur Foster, glissant une tablette sur la table. « J'ai analysé les images de caméras de rue avec 3 experts indépendants. Sa technique de RCP était impeccable, son timing était parfait. Sa prise de décision sous pression dépassait celle de nombreux résidents de première année. » Les membres du conseil firent passer la tablette, regardant la performance d'Isabella dans un silence stupéfait. Même l'expression du docteur Kellerman commença à passer du scepticisme à la fascination. « De plus, continua le docteur Foster, j'ai recherché des programmes similaires internationalement. L'initiative Jeunes médecins en Suède forme des enfants doués depuis 15 ans avec un succès remarquable. Leurs diplômés surpassent constamment les étudiants en médecine traditionnellement éduqués. » Michael sentit l'énergie de la pièce changer. « Je suis prêt à financer ce programme complètement. 20 millions de dollars initialement avec un financement supplémentaire selon les besoins. Nous parlons de bourses, d'installations spécialisées, de couverture d'assurance, de protection légale. Le seul investissement de l'hôpital serait l'expertise et l'espace. » Dr. Elizabeth Santos, la chef de pédiatrie, parla pour la première fois. « Quelle sorte de limite d'âge discutons-nous ? Enfants qui démontrent une aptitude exceptionnelle entre 7 et 16 ans. » répondit le docteur Foster. « Le programme aurait un processus de sélection rigoureux, évaluation psychologique, tests académiques, intérêt démontré pour la médecine. Nous ne parlons pas de chaque enfant qui veut jouer au médecin. » « Et qu'arrive-t-il quand ces enfants grandissent ?» demanda Dr. Hawthorne. « Sont-ils automatiquement admis à l'école de médecine ? Ils gagnent leur place comme tout le monde, dit fermement Michael, mais ils entreront avec des avantages que les étudiants traditionnels ne peuvent égaler. Des années d'expérience pratique, une compréhension profonde des concepts médicaux, et surtout une certitude absolue que la médecine est leur vocation. » Le membre du conseil, Dr. Rachel Kim, leva la main. « J'aimerais entendre l'enfant elle-même. Si nous allons baser un programme sur ses capacités, ne devrions-nous pas l'évaluer directement ?» Michael sourit. C'était le moment qu'il espérait. « Isabella, voudriez-vous entrer, s'il vous plaît ?» Isabella Martinez entra dans la salle du conseil avec la même confiance tranquille qu'elle avait montrée dans chaque situation. Elle portait une simple robe bleue que Michael avait achetée pour elle, et ses cheveux noirs étaient soigneusement tressés, mais c'étaient ses yeux sérieux et intelligents, qui commandèrent immédiatement l'attention de la pièce. « Bonjour tout le monde, » dit poliment Isabella. « Je suis Isabella Martinez, et je veux être médecin comme ma maman. » Dr. Kellerman se pencha en avant, sa voix douce mais sondante. « Isabella, dis-nous pourquoi tu veux étudier la médecine. » « Parce que les gens se blessent et tombent malades et quelqu'un doit les aider, » répondit Isabella sans hésitation. « Ma maman disait toujours qu'être médecin n'est pas un travail, c'est une responsabilité de porter la douleur des autres jusqu'à ce que vous puissiez les aider à guérir. Chérie, qu'est-ce qui te fait penser que tu es prête pour une telle responsabilité à ton âge ?» demanda Dr. Santos. Isabella réfléchit soigneusement avant de répondre. « Je ne pense pas que je sois prête pour tout ça encore. C'est pourquoi j'ai besoin d'apprendre. Mais je sais que je suis prête à commencer à apprendre parce que je comprends déjà la partie la plus importante. C'est que la vie de chaque personne a de la valeur. Et si vous avez la connaissance pour aider quelqu'un, vous avez le devoir de l'utiliser. » La voix d'Isabella devint plus forte. « Quand j'ai vu Monsieur Richardson au sol, j'aurais pu m'en aller comme d'autres personnes le faisaient. Mais maman m'a enseigné que la connaissance sans action n'est que de l'égoïsme. » La pièce tomba silencieuse. Dr. Hawthorne fixa cet enfant de 7 ans qui venait d'articuler le principe fondamental de l'éthique médicale avec plus de clarté que certains étudiants en médecine n'arrivent à le faire après 4 ans d'études.
Isabella, dit gentiment le docteur Foster, si nous créions ce programme, serais-tu prête à travailler très dur pour étudier des sujets que d'autres enfants de ton âge n'apprennent pas? Docteur Foster, j'étudie déjà l'anatomie et la physiologie tous les jours à la bibliothèque. Je pratique déjà les techniques de RCP et les premiers secours. La seule différence serait que j'aurais enfin de vrais professeurs au lieu de juste des livres et des vidéos. Dr Kellerman enleva ses lunettes et les nettoya lentement, un geste que les autres membres du conseil reconnaissaient comme sa façon de traiter les décisions difficiles. Isabella, cela te dérangerait-il de sortir un moment pendant que nous en discutons? Bien sûr. Isabella se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Juste, quoi que vous décidiez. S'il vous plaît, rappelez-vous qu'il pourrait y avoir d'autres enfants comme moi là-bas. Des enfants qui veulent aider les gens, mais ne savent pas comment commencer. Ce programme ne concerne pas vraiment moi. Il s'agit de leur donner une chance aussi. Alors que la porte se fermait derrière elle, les membres du conseil restèrent assis dans un silence contemplatif. Finalement, Dr Kellerman parla. Il y a 20 ans, j'aurais dit que c'était impossible. Il y a 10 ans, j'aurais appelé ça irresponsable. Il regarda autour de la table. Aujourd'hui, je vais dire que c'est nécessaire. Un par un, les membres du conseil commencèrent à hocher la tête en accord. Le programme d'éducation médicale pour jeunes Elena Martinez était sur le point de devenir réalité. 6 mois plus tard, Isabella Martinez se tenait devant le centre des jeunes médecins, nouvellement construit à l'hôpital général de Chicago, serrant un sac à dos rempli de manuels médicaux que la plupart des étudiants universitaires trouveraient difficiles. Le bâtiment lui-même était une merveille, conçu spécifiquement pour le programme avec des laboratoires d'anatomie à échelle réduite, des salles de simulation équipées d'équipements de taille pédiatrique et des salles de classe qui pouvaient accueillir à la fois des enfants et des instructeurs adultes. « Prête pour ton premier jour, Dr Martinez ?» demanda Michael Richardson en utilisant le titre honorifique qui était devenu le surnom d'Isabella autour de l'hôpital. Au cours des derniers mois, alors que le programme se développait, Michael était devenu quelque chose entre un mentor et un père de substitution pour Isabella, tandis qu'elle était devenue la fille que lui et Jennifer avaient toujours rêvé d'avoir. « Je suis prête pour ça toute ma vie », répondit Isabella. Mais Michael pouvait entendre l'excitation nerveuse dans sa voix. Aujourd'hui marquait le lancement officiel du programme avec Isabella et 11 autres enfants soigneusement sélectionnés, commençant leur éducation médicale extraordinaire. Le docteur Foster émergea du bâtiment, presse-papier en main et excitation à peine contenue sur son visage. « Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous devenez la première classe du programme d'éducation médicale pour jeunes Elena Martinez. Vous êtes sur le point de faire l'histoire. » Le groupe de jeunes étudiants variait en âge de 7 à 15 ans. Il y avait Marcus Williams, un garçon de 12 ans de Détroit qui avait effectué des premiers secours d'urgence après une fusillade dans son quartier. Sarah Chen, 10 ans, s'était enseignée la chimie avancée après avoir regardé sa grand-mère diabétique lutter avec la gestion de l'insuline. James Thompson, 15 ans, faisait du bénévolat dans une clinique gratuite depuis qu'il avait 12 ans, apprenant l'espagnol pour mieux communiquer avec les patients. Chaque enfant avait une histoire, une passion motrice pour la médecine qui transcendait leurs années. « Avant de commencer, » annonça le docteur Foster, « je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Ce programme existe parce que nous croyons que les dons extraordinaires méritent des opportunités extraordinaires. Mais avec l'opportunité vient la responsabilité. Vous n'êtes pas juste des étudiants, vous êtes des pionniers. » Isabella sentit un frisson de nervosité mélangé à la fierté. Autour d'elle, les autres enfants semblaient également intimidés par l'ampleur de ce qu'ils entreprenaient. Leur premier instructeur était Dr Michael Chen, un professeur d'anatomie renommé qui s'était porté volontaire pour adapter son curriculum d'école de médecine pour leurs besoins uniques. « Bienvenue à l'introduction à l'anatomie humaine », commença-t-il en les menant dans un laboratoire spécialement conçu. « Aujourd'hui, nous allons commencer avec le système cardiovasculaire, spécifiquement comprendre ce qui arrive pendant un infarctus du myocarde. » La main d'Isabella se leva immédiatement, comme ce qui est arrivé à Monsieur Richardson.
Exactement comme ce qui est arrivé à Monsieur Richardson, confirma Dr. Chen. Isabella, cela te dérangerait-il de partager avec la classe ce que tu as observé pendant sa crise cardiaque? Pendant l'heure suivante, Isabella se retrouva au centre d'une discussion qui passa fluidement entre son expérience du monde réel et la théorie médicale avancée. Les autres enfants posèrent des questions qui démontraient non seulement la curiosité, mais une véritable compréhension de concepts complexes. La belle chose concernant les jeunes esprits, expliqua Dr. Chen au Dr. Foster par la suite, c'est qu'ils ne savent pas ce qui est censé être trop difficile pour eux. Ils approchent les concepts médicaux avec la même ouverture qu'ils apportent à l'apprentissage des langues ou des mathématiques. À l'heure du déjeuner, les enfants avaient couvert du matériel qui prend typiquement des semaines aux étudiants en médecine de première année à maîtriser. Mais plus important encore, ils avaient commencé à former des liens les uns avec les autres et avec leurs instructeurs qui allaient au-delà des relations traditionnelles, professeurs-étudiants. L'après-midi apporta leur premier exercice de simulation, un scénario d'urgence contrôlé où ils travailleraient en équipe pour stabiliser un patient. Un mannequin médical avancé subissant un arrêt cardiaque. Le Dr. Foster regardait nerveusement alors que les enfants approchaient de la simulation avec le même sérieux qu'ils apporteraient à une vraie urgence. Isabella prit naturellement le contrôle, son expérience sur Michigan Avenue lui donnant une confiance que les autres n'avaient pas. Marcus, tu vérifies les voies respiratoires et la respiration. Sarah, surveille le pouls et la pression sanguine. James, prépare le simulateur de défibrillateur. Isabella, appela le Dr. Foster. Souviens-toi d'expliquer ton raisonnement pendant que tu travailles. D'accord. Isabella hocha la tête, sans jamais quitter le mannequin des yeux. La première priorité en arrêt cardiaque est la RCP immédiate pour maintenir le flux sanguin vers les organes vitaux. Nous devons évaluer le rythme avant la défibrillation, parce que tous les patterns d'arrêt cardiaque ne répondent pas au choc électrique. Alors que la simulation progressait, le Dr. Foster se trouvait étonné par le travail d'équipe intuitif des enfants et les capacités de leadership naturel d'Isabella. Ce n'étaient pas juste des enfants intelligents jouant aux médecins. Ils développaient de vrais instincts médicaux sous des conditions soigneusement contrôlées. « Excellent travail, tout le monde !» annonça le Dr. Foster alors que la simulation se terminait. « Vous venez de démontrer des compétences avec lesquelles beaucoup d'étudiants infirmiers luttent. » Après que les autres enfants soient partis pour la journée, Isabella s'attarda dans le laboratoire d'anatomie, étudiant des modèles du cœur humain avec une intensité qui rappelait Elena Martinez au Dr. Foster. « Isabella, comment te sens-tu concernant le programme ?» demanda le Dr. Foster. « C'est tout ce que j'espérais que ce serait, » répondit Isabella. « Mais Dr. Foster, je continue à penser à ce que j'ai dit au conseil concernant d'autres enfants qui pourraient être là-bas. Quand les trouverons-nous ?» Le Dr. Foster sourit. « En fait, Isabella, c'est ton prochain défi. Nous voulons que toi et les autres participants du programme nous aidiez à identifier d'autres enfants doués. Vous serez nos ambassadeurs, visitant les écoles et centres communautaires, partageant votre histoire et cherchant d'autres qui partagent votre passion. » Les yeux d'Isabella s'illuminèrent d'excitation. « Vous voulez dire que nous pouvons aider à construire le programme ? » « Nous voulons dire que vous pouvez aider à changer le monde, » répondit le Dr. Foster. Un jeune médecin à la fois. 3 mois dans le programme, Isabella Martinez se retrouva assise dans un studio de télévision dans le centre-ville de Chicago, face aux lumières intenses et aux caméras de Chicago Morning Live. Le producteur avait promis que ce serait une interview amicale, mais Isabella pouvait sentir le poids de l'attente pressé sur ses petites épaules. Et nous sommes de retour dans 5, 4, 3... Le directeur de plateau compta silencieusement, et le sourire professionnel de l'animatrice Janet Peterson revint. « Nous sommes ici avec Isabella Martinez, la remarquable fillette de 7 ans, qui non seulement a sauvé la vie d'un homme grâce à la RCP, mais est depuis devenue la plus jeune étudiante d'un programme révolutionnaire d'éducation médicale. Isabella, dis-nous ce que ça fait d'étudier la médecine à un si jeune âge. »
Isabella avait pratiqué cette réponse avec le docteur Foster, mais parler à des millions de téléspectateurs se sentait différent de répéter dans une pièce vide. Ça me fait sentir comme ce que je suis censé faire, Madame Peterson. Ma maman disait toujours que les dons sont faits pour être partagés, pas cachés. Ta mère, docteur Elena Martinez, était elle-même médecin et est décédée quand tu étais très jeune. Ressens-tu de la pression à suivre ses traces? Je ne ressens pas de pression, répondit Isabella pensivement. Je ressens un but, comme si maman avait planté des graines en moi, et maintenant, elles grandissent enfin. L'interview continua pendant 8 minutes avec Isabella, répondant aux questions sur le programme, ses études et ses rêves avec un aplomb qui étonna les téléspectateurs à travers le pays. Mais ce qui arriva après se révélerait bien plus significatif que l'interview elle-même. Dans les heures suivant la diffusion, les téléphones de l'hôpital général de Chicago sonnaient constamment. Des parents de partout dans la nation appelaient en demandant des informations sur le programme. Des professionnels médicaux voulaient faire du bénévolat. Des experts en éducation demandaient des informations sur le curriculum, mais toute l'attention n'était pas positive. « Docteur Foster, nous avons un problème », dit Michael Richardson, faisant irruption dans son bureau le lundi matin suivant avec une pile de journaux et d'imprimés. « Regardez ces titres. » Le docteur Foster les lut avec une inquiétude croissante. « Exploitation d'enfants déguisés en éducation » du Chicago Tribune. « Poussons-nous les enfants trop fort » du USA Today. « Les dangers de la formation médicale pour mineurs » du Journal of Medical Ethics. « Ça empire » continua Michael. Le département de l'éducation de l'Illinois lance une enquête sur notre curriculum. Il questionne si nous violons les lois sur le travail des enfants. Et il y a un groupe appelé Protecting Childhood qui organise des protestations. Isabella, qui travaillait tranquillement sur ses devoirs d'anatomie dans le coin du bureau du docteur Foster, leva les yeux avec inquiétude. Vont-ils fermer le programme? Pas si j'ai quelque chose à dire là-dessus, répondit fermement le docteur Foster. Mais Isabella, tu dois comprendre quelque chose. Quand tu changes le monde résiste. Il y aura toujours des gens qui pensent que les enfants devraient rester dans leurs boîtes assignées. La critique s'intensifia quand Dr Harold Beckman, un psychologue pour enfants proéminent, publia un éditorial intitulé « Le phénomène Isabella Martinez, voler l'enfance aux enfants ». Il y argumentait que le programme plaçait une pression irréaliste sur de jeunes esprits et pouvait causer des dommages psychologiques à long terme. Ces enfants sont demandés à confronter la mortalité, la souffrance et des décisions de vie ou mort à un âge où ils devraient jouer avec des jouets et apprendre l'arithmétique de base, écrivit Dr Beckman. Peu importe à quel point ils peuvent paraître doués, il manque du développement émotionnel nécessaire pour gérer de si lourdes responsabilités. La critique piquait, mais elle galvanisa aussi le soutien de sources inattendues. Dr Maria Santos, une experte renommée en développement de l'enfant de Harvard, publia un contre-argument défendant le programme. L'histoire est remplie d'exemples de jeunes extraordinaires qui ont accompli des choses remarquables quand on leur a donné des opportunités appropriées, écrivit Dr Santos. Mozart composait des symphonies à 8 ans. Mary Anning découvrait des fossiles importants, enfant. Nous devons distinguer entre l'exploitation et nourrir de vrais dons. Plus important encore, le soutien vint de la communauté médicale elle-même. Des médecins proéminents commencèrent à partager des histoires de jeunes qui avaient montré une aptitude médicale précoce, mais avaient été découragés de poursuivre leurs intérêts jusqu'à bien plus tard dans la vie. Dr A. Benjamin Wright, chef de chirurgie à Johns Hopkins, écrivit une lettre particulièrement puissante au Chicago Tribune. « J'ai observé Isabella Martinez en action pendant une visite à l'hôpital général de Chicago. Ce que j'ai vu n'était pas un enfant poussé au-delà de ses limites, mais une jeune personne recevant enfin l'éducation que ses dons extraordinaires demandaient. Nier de telles opportunités, au nom de protéger l'enfance, c'est gaspiller quelques-uns des plus grands potentiels de l'humanité. » La controverse atteignit son apogée quand le Conseil de l'éducation de l'État programma des audiences formelles pour déterminer si le programme répondait aux standards légaux et éthiques.
Isabella et les autres participants du programme seraient requis de témoigner sur leurs expériences. « Es-tu nerveuse concernant l'audience ?» demanda le docteur Foster à Isabella la nuit d'avant. « Un peu, » admit Isabella, « mais maman avait l'habitude de dire que la vérité a son propre pouvoir. Si nous aidons vraiment des enfants comme moi, alors la vérité parlera d'elle-même. Et si le conseil décide de nous fermer ?» Isabella resta silencieuse pendant un long moment. « Alors nous trouverons un autre moyen. Monsieur Richardson m'a enseigné que quand tu fais quelque chose d'important, les obstacles ne sont pas des raisons d'arrêter. Ce sont des puzzles à résoudre. » L'audience était programmée pour le mardi suivant. Isabella Martinez, à 7 ans, était sur le point de défendre non seulement sa propre éducation, mais le principe fondamental que les enfants extraordinaires méritent des opportunités extraordinaires. Alors qu'elle se préparait pour ce qui pourrait être le témoignage le plus important de sa jeune vie, Isabella pensa aux mots de sa mère. La connaissance sans action n'est que de l'égoïsme. Demain, elle devrait prouver que l'action qu'il prenait n'était pas seulement bénéfique pour elle, mais essentielle pour d'autres enfants doués qui méritaient la même chance de faire une différence. L'avenir du programme d'éducation médicale pour jeunes Elena Martinez est peut-être la question plus large de comment la société nourrit les jeunes esprits exceptionnels, reposerait sur les mots d'une fillette de 7 ans qui avait déjà sauvé une vie et était déterminée à en sauver beaucoup plus. La salle d'audience du Conseil de l'éducation de l'État de l'Illinois était bondée au-delà de sa capacité le mardi matin, avec des foules supplémentaires regardant sur télévision en circuit fermé dans les salles adjacentes. Les représentants des médias remplissaient les premiers rangs, tandis que les professionnels médicaux, éducateurs et parents entassaient chaque siège disponible. Au centre de tout cela était assise Isabella Martinez, paraissant impossiblement petite à la table des témoins, mais rayonnant d'une confiance calme qui semblait remplir tout l'espace. « Mademoiselle Martinez », commença le président du conseil, Dr Robert Fitzgerald. « Vous comprenez que l'audience d'aujourd'hui déterminera si le programme auquel vous participez peut continuer à opérer, correct ?»« Oui, monsieur », répondit clairement Isabella. « Et je comprends que certaines personnes pensent que les enfants comme moi ne devraient pas apprendre la médecine avancée. Nous voulons entendre votre perspective sur cette question. Dans vos propres mots, parlez-nous de votre expérience dans le programme. » Isabella s'était préparée pour ce moment pendant des semaines, mais alors qu'elle regardait la mère de visage, certains soutenants, d'autres sceptiques, elle sentit le poids de représenter non seulement elle-même, mais chaque enfant doué qui avait jamais été dit qu'il était trop jeune pour poursuivre ses rêves. « Quand ma maman était en train de mourir, » commença Isabella, sa voix stable malgré l'émotion du souvenir, « elle m'a enseigné tout ce qu'elle pouvait sur la médecine, non pas parce qu'elle voulait me faire grandir trop vite, mais parce qu'elle pouvait voir qu'aider les gens était ce que j'étais censé faire. » La salle était absolument silencieuse, chaque personne suspendue à ses mots. Pendant 3 ans après la mort de maman, j'ai continué à étudier seul, lisant ses livres médicaux, regardant des vidéos, pratiquant sur des poupées, mais personne ne croyait qu'une petite fille pouvait vraiment comprendre la médecine. Quand M. Richardson a eu sa crise cardiaque, j'ai enfin pu utiliser ce que j'avais appris. J'ai sauvé sa vie, non pas parce que j'essayais d'être adulte, mais parce que j'étais enfin moi-même. Le membre du conseil Dr Patricia Williams se pencha en avant. Et Isabella, certains experts s'inquiètent qu'étudier la médecine à ton âge pourrait nuire à ton développement émotionnel. Comment réponds-tu à cette préoccupation? Isabella considéra sérieusement la question. Dr Williams, je pense que ce qui est nuisible, c'est quand les enfants ont des dons et ne sont pas autorisés à les utiliser. Chaque jour dans le programme, j'apprends comment les corps fonctionnent et comment aider les gens à se sentir mieux. Ça ne me rend pas triste ou effrayé. Ça m'excite pour l'avenir. Mais qu'en est-il des activités normales d'enfance? Pressa Dr Williams. Ne te manque-t-il pas de jouer à des jeux, regarder des dessins animés, juste être une enfant normale? Je joue à des jeux, répondit Isabella avec un léger sourire. Je joue à des jeux d'anatomie, quiz médicaux, scénarios de simulation. Je regarde des vidéos de procédures médicales et des documentaires éducatifs. La différence,
c'est que ma version du plaisir se trouve être d'apprendre comment sauver des vies. Dr Harold Beckman, le psychologue qui avait écrit de manière critique sur le programme, parla depuis l'audience. Isabella, ne penses-tu pas que les enfants de ton âge devraient être protégés de l'exposition à la souffrance et à la mort? L'expression d'Isabella devint plus sérieuse. Dr Beckman, j'avais 4 ans quand j'ai regardé ma maman mourir du cancer. J'ai appris sur la souffrance et la mort, que je sois dans un programme médical ou non. La différence, c'est que maintenant j'apprends comment lutter contre ces choses au lieu de me sentir juste impuissante. La réponse envoya des murmures à travers la foule. Même Dr Beckman semblait pris au dépourvu par la franchise de la réponse d'Isabella. « Laissez-moi vous demander quelque chose de différent », dit la vice-présidente du conseil, Dr Jennifer Lee. « Si ce programme n'existait pas, que feriez-vous à la place? J'étudierais encore la médecine seule, exactement comme je le faisais avant, » répondit immédiatement Isabella. « Je lirai encore des manuels médicaux à la bibliothèque, pratiquerai encore les techniques de RCP, rêverai encore de devenir médecin comme Mama. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai de vrais professeurs m'aidant à apprendre correctement et des amis qui comprennent pourquoi la médecine compte pour moi. » À ce moment, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brutalement. Un garde de sécurité de l'hôpital se précipita, suivi par Dr Foster, tous deux paraissant paniqués. « Dr Fitzgerald !» appela Dr Foster avec urgence. « Je suis désolé d'interrompre, mais nous avons une situation d'urgence. Il y a eu un accident de plusieurs voitures juste devant le bâtiment. Plusieurs blessés et nos ambulances sont retardées à cause du trafic. » Quand la salle éclata en confusion alors que les gens se tournaient pour regarder dehors, à travers les grandes fenêtres, ils pouvaient voir les conséquences de ce qui semblait être une collision sérieuse, impliquant au moins 3 véhicules. « L'hôpital le plus proche est à 15 minutes, » continua Dr Foster essoufflé. « Nous avons des gens blessés qui ont besoin d'attention médicale immédiate. » Sans hésitation, Isabella se leva de la table des témoins. « Dr Foster, je peux aider. » « Isabella, non, » protesta Dr Fitzgerald. « C'est exactement ce qui nous préoccupe, exposer les enfants à des situations traumatisantes. » Mais Isabella se dirigeait déjà vers la porte, sa formation médicale prenant complètement le dessus. Des gens sont blessés, c'est plus important qu'une audience. Plusieurs des professionnels médicaux dans l'audience la suivirent immédiatement, incluant Dr Beckman, qui dit plus tard qu'il avait agi purement par instinct. Ce qui arriva ensuite fut enregistré par des douzaines de caméras de téléphone portables et d'équipes de nouvelles qui couvraient l'audience. Dehors du bâtiment, Isabella Martinez, portant encore la robe formelle qu'elle avait choisie pour son témoignage, commença immédiatement à trier les victimes de l'accident avec une compétence qui laissa les professionnels expérimentés stupéfaits. « Cet homme a probablement une commotion cérébrale et possible saignement interne, » annonça-t-elle, s'agenouillant à côté du conducteur de la première voiture. « Il a besoin de transport immédiat. Cette femme a un bras cassé et des lacérations, mais signes vitaux stables. Deuxième priorité. » Alors qu'elle se déplaçait de victime en victime, fournissant les premiers secours et dirigeant la réponse d'urgence, Isabella démontra non seulement la connaissance médicale, mais le genre de leadership calme, sous pression, que la plupart des gens ne développent jamais. Dr Beckman se retrouva tenant un sac 4 pendant qu'Isabella insérait la ligne dans le bras d'un jeune homme avec des mains stables. « Comment as-tu appris à faire ça ?» demanda-t-il, sa critique antérieure oubliée. « Dr Chen nous a enseigné l'insertion CACAR le mois dernier, » répondit Isabella factuellement, sans jamais détourner son attention de son patient. « Mais surtout, j'ai regardé Mama le faire des centaines de fois. » Au moment où les ambulances arrivèrent, Isabella et les autres professionnels médicaux avaient stabilisé toutes les victimes et potentiellement sauvé au moins 2 vies. Alors que la dernière ambulance s'éloignait, la foule qui s'était rassemblée dehors commença à applaudir. Dr Fitzgerald, qui avait été témoin de toute la scène, s'approcha d'Isabella avec une expression d'étonnement complet. « Jeune dame, je pense que tu viens de répondre à chaque question que nous pourrions possiblement avoir sur ton programme. » Isabella leva les yeux vers lui,
sa robe sale et ses cheveux ébouriffés, mais ses yeux brillants de satisfaction d'avoir aidé des gens dans le besoin. « Est-ce que ça veut dire que le programme peut continuer ?»« Isabella, » répondit Dr Fitzgerald, « je pense que ça veut dire que votre programme va s'étendre à l'échelle nationale. » Alors que la foule commençait à se disperser et que la salle d'audience se préparait à reprendre, Isabella Martinez avait encore une fois prouvé que les circonstances extraordinaires requièrent des personnes extraordinaires, indépendamment de leur âge. Le vote formel fut unanime. Le programme d'éducation médicale pour jeunes Elena Martinez non seulement continuerait, mais recevrait l'approbation et le soutien complet de l'État. 6 mois après l'audience qui avait presque fermé le programme, Isabella Martinez se tenait devant une foule de 500 personnes à la conférence nationale inaugurale des jeunes professionnels médicaux. L'événement, tenu au McCormick Place de Chicago, rassemblait des enfants doués de tout le pays qui avaient été sélectionnés pour des programmes médicaux pour jeunes nouvellement établis dans 12 États. Il y a 2 ans, commença Isabella, sa voix maintenant confiante et claire à travers le système de son de l'auditorium, j'étais juste une enfant vendant des bonbons dans les rues de Chicago. J'avais des rêves de devenir médecin comme ma maman, mais personne ne croyait que quelqu'un de mon âge pouvait vraiment comprendre la médecine. Dans l'audience, Michael Richardson regardait avec fierté, alors que la jeune fille qui avait sauvé sa vie inspirait maintenant des centaines d'autres enfants à poursuivre leurs rêves médicaux. À côté de lui était assise Dr Foster, qui avait été promue directrice nationale des programmes d'éducation médicale pour jeunes, supervisant l'expansion que le témoignage d'Isabella avait rendue possible. Aujourd'hui, je veux vous dire que votre âge ne limite pas votre capacité à aider les gens, continua Isabella. Votre connaissance le fait, votre compassion le fait, votre volonté d'agir quand d'autres ont besoin d'aide le fait. Mais votre âge n'est qu'un nombre que certaines personnes utilisent pour essayer de vous empêcher d'atteindre votre potentiel. Les enfants dans l'audience, allant de David Kim de Los Angeles, 7 ans, qui s'était enseigné les techniques de suture chirurgicale, à Rachel Morrison d'Atlanta, 15 ans, qui avait développé un nouveau protocole pour traiter l'asthme pédiatrique, écoutaient avec l'attention captivée de ceux qui avaient enfin trouvé leur tribu. Dans notre programme, nous avons appris qu'être de jeunes médecins en formation signifie que nous pouvons voir la médecine différemment, continua Isabella. Nous posons des questions que les adultes ont cessé de poser. Nous trouvons des solutions que les adultes ont cessé de chercher. Nous nous soucions de manière que les adultes oublient parfois comment faire. Au cours de l'année passée, les histoires de succès s'étaient multipliées exponentiellement. Marcus Williams, le garçon de 12 ans de Detroit, avait aidé à développer un nouveau protocole de réponse d'urgence communautaire qui avait été adopté par les hôpitaux urbains à l'échelle nationale. Sarah Chen avait créé des outils simplifiés de gestion diabétique qui étaient maintenant utilisés dans les maisons de retraite à travers le Midwest. Mais la chose la plus importante que nous avons apprise, dit Isabella construisant vers sa conclusion, c'est que la médecine ne concerne pas vraiment ce que nous savons. Il s'agit de comment nous utilisons ce que nous savons pour servir les autres. Les applaudissements furent assourdissants, mais Isabella n'avait pas fini. « Je veux finir avec un défi », dit-elle, élevant sa voix au-dessus de la foule. « Chacun de nous dans cette salle a reçu des dons extraordinaires. La question n'est pas de savoir si nous méritons ces dons ou si nous sommes trop jeunes pour les utiliser. La question est, qu'allons-nous en faire ?» Alors que la conférence continuait pendant les 3 jours suivants, Isabella se retrouva entourée d'enfants dont les histoires faisaient écho à la sienne. Des jeunes qui avaient été rejetés, découragés ou ignorés, jusqu'à ce qu'ils trouvent des programmes qui reconnaissaient leur potentiel. Le dernier soir, pendant un dîner privé pour les dirigeants du programme et les donateurs majeurs, Michael Richardson se leva pour s'adresser au groupe. « Il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie, » commença-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « J'avais du succès en affaires, mais j'avais perdu ma femme, perdu mon but, perdu ma volonté de continuer. Puis une petite fille nommée Isabella Martinez s'est agenouillée sur un trottoir froid et a sauvé ma vie.
Il regarda directement Isabella, qui était assise à la table d'honneur avec d'autres diplômés du programme qui avaient été sélectionnés pour admission précoce à des programmes de pré-médecine prestigieux. Mais sauver ma vie n'était que le début. Isabella, tu nous as aidés à créer quelque chose que je crois changera le visage de la médecine pour toujours. Tu nous as montré que les enfants extraordinaires peuvent faire des choses extraordinaires quand nous leur donnons des opportunités extraordinaires. Michael fit une pause, atteignant dans la poche de sa veste, ce qui m'amène à une annonce que j'attends de faire depuis plusieurs mois. La salle tomba silencieuse d'anticipation. La fondation Elena Martinez s'engage à 100 millions de dollars pour établir des programmes d'éducation médicale pour jeunes dans les 50 États dans les 5 prochaines années. Nous allons nous assurer qu'aucun enfant avec les dons d'Isabella n'ait jamais plus à étudier seul dans des livres de bibliothèque. La salle éclata en applaudissements, mais Michael leva la main pour le silence. Il y a encore une chose. Isabella, voudrais-tu venir ici un moment? Isabella s'approcha du podium, curieuse et légèrement nerveuse de ce que Michael pourrait dire ensuite. Isabella Martinez, dit formellement Michael. Par ordre du conseil de direction de la fondation Elena Martinez, tu es par les présentes, nommée plus jeune ambassadrice, jamais nommée pour l'éducation médicale pour jeunes. Ton travail sera de voyager dans le pays identifiant les enfants doués, inspirant les jeunes à poursuivre la médecine et s'assurant que chaque enfant avec une vocation médicale ait la chance d'y répondre. Isabella fixa Michael avec choc. Vous voulez dire que je peux aider à trouver d'autres enfants comme moi? Tu peux aider à construire une armée de jeunes guérisseurs, répondit Michael. Exactement comme ta mère l'aurait voulu. 5 ans après cette matinée qui changea la vie sur Michigan Avenue, Isabella Martinez, 12 ans, se tenait dans la salle d'urgence de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, face au moment le plus important de sa jeune carrière. L'appel était venu à 3 ans du matin. Un tremblement de terre massif avait frappé Haïti et une équipe médicale d'urgence était assemblée. Ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait communiquer avec des enfants effrayés en espagnol. Quelqu'un qui comprenait les protocoles de traumatisme pédiatrique. Quelqu'un qui pouvait travailler efficacement dans des conditions chaotiques. Ils avaient besoin d'Isabella Martinez. Isabella, es-tu absolument certaine de cela? Demanda Dr Foster au téléphone satellite depuis Chicago. Ce n'est pas une simulation ou un environnement contrôlé, c'est une vraie zone de catastrophe avec de vrais dangers. Dr Foster, Mama disait toujours que le moment où vous devenez médecin n'est pas quand vous obtenez votre diplôme, c'est quand vous choisissez pour la première fois de porter la douleur de quelqu'un d'autre, répondit Isabella, vérifiant sa trousse médicale une dernière fois. Je me prépare pour ce moment toute ma vie. Michael Richardson, maintenant président de l'Initiative médicale mondiale pour jeunes, regardait Isabella avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Au fil des années, elle était devenue la fille qu'il n'avait jamais eue, tandis qu'il était devenu la figure paternelle dont elle avait désespérément besoin. Leur lien, forgé dans la tragédie et renforcé par le but, avait créé quelque chose de beau. Une famille construite sur une mission partagée plutôt que sur le sang partagé. Les conditions seront difficiles, avertit Dr Maria Santos, la chef d'équipe qui avait spécifiquement demandé Isabella pour la mission. Provisions limitées, barrières linguistiques, enfants traumatisés qui peuvent ne pas faire confiance aux adultes en uniformes médicaux. C'est exactement pourquoi vous avez besoin de moi, dit Isabella avec confiance tranquille. Les enfants font confiance aux autres enfants, et parfois le meilleur médicament est simplement de montrer à quelqu'un qu'il n'est pas seul. 6 heures plus tard, Isabella se retrouva dans une tente médicale de fortune à Port-au-Prince, entourée de chaos qui aurait submergé la plupart des adultes. Des bâtiments s'étaient effondrés, des familles étaient séparées, et des enfants blessés arrivaient en flux constant. Mais alors qu'Isabella commençait à se déplacer dans la tente, quelque chose de remarquable arriva. « Hola, mi nombre es Isabella », dit-elle gentiment à un garçon terrifié de 6 ans avec un bras cassé. Les yeux du petit garçon s'élargirent de surprise et de soulagement. Voici quelqu'un qui ressemblait à sa sœur, parlait sa langue et comprenait d'une manière ou d'une autre exactement à quel point il était effrayé. « Comment te llamas » demanda Isabella. « Miguel »
murmura le garçon. « Bien, Miguel, répondit Isabella, examinant soigneusement son bras. « Estás a salvo. » La nouvelle se répandit rapidement dans le camp de réfugiés qu'il y avait un jeune médecin qui pouvait parler aux enfants dans leur propre langue. Pas seulement l'espagnol, mais le langage universel de l'enfance lui-même. Bientôt, Isabella avait une file de jeunes patients qui avaient refusé traitement des travailleurs médicaux adultes, mais acceptaient volontiers les soins de quelqu'un qui était comme eux. Dr Santos regardait avec étonnement alors qu'Isabella travaillait. « Elle ne traite pas seulement leurs blessures, observa-t-elle à son collègue, elle guérit leurs peurs. Carmen, appela Isabella à une fille de 9 ans avec déshydratation sévère. Donde está tu mamá? Mamá está perdida. No la puedo encontrar, répondit Carmen. Isabella s'agenouilla à côté de la civière de Carmen, prenant sa petite main. Carmen, il y a beaucoup de gens qui cherchent les familles perdues, mais maintenant mon travail est de m'assurer que tu es forte et en bonne santé pour quand ta maman te trouve. Peux-tu m'aider à faire ça? Carmen hocha solennellement la tête, acceptant finalement les fluides 4 que les travailleurs médicaux adultes essayaient d'administrer pendant des heures. Alors que la journée progressait, Isabella se retrouva au centre d'une unité d'urgence pédiatrique improvisée, coordonnant les soins pour des dizaines d'enfants tout en enseignant aux volontaires locaux les techniques médicales de base. Sa fluidité en espagnol, combinée avec sa connaissance médicale et sa capacité naturelle à se connecter avec les enfants effrayés, la rendait inestimable pour l'effort de secours. « Isabella » appela Dr Santos pendant un bref répit. « Nous venons de recevoir un message que CNN International veut t'interviewer sur le travail que tu fais ici. Le monde entier regarde cet effort de secours maintenant. »« Maintenant » demanda Isabella, regardant autour d'elle les enfants qui avaient encore besoin de soins. Cela pourrait aider le programme médical pour jeunes entiers à gagner une reconnaissance internationale. Isabella hésita, puis regarda les visages autour d'elle. Les enfants qui avaient tout perdu mais avaient trouvé du réconfort dans les soins de quelqu'un qui comprenait leur monde. « Dr Santos, dites à CNN que s'ils veulent m'interviewer, ils peuvent le faire ici pendant que je travaille. Mais je ne quitte pas ces enfants pour une opportunité de photo. » L'interview qui suivit, diffusée en direct à des millions de téléspectateurs dans le monde, devint l'une des pièces de journalisme télévisé les plus puissantes jamais enregistrées. Les téléspectateurs regardaient Isabella Martinez, fluide à la fois en terminologie médicale et trauma d'enfance, expliquer des procédures d'urgence complexes tout en réconfortant simultanément un tout petit qui pleurait et enseignant à un volontaire local comment nettoyer correctement les blessures. « Isabella, demanda le reporter de CNN, tu n'as que 12 ans. Comment gères-tu le poids émotionnel de voir tant de souffrance ?» Isabella regarda directement dans la caméra, tenant la main d'un jeune garçon qui avait été blessé dans le tremblement de terre. « Ma maman m'a enseigné qu'être médecin signifie porter la douleur des autres jusqu'à ce que vous puissiez les aider à guérir. Ces enfants ne sont pas juste des patients pour moi, ce sont mes frères et sœurs. Quand vous aimez quelqu'un, prendre soin d'eux n'est pas un fardeau, c'est un privilège. » De retour à Chicago, Michael Richardson regardait la diffusion avec des larmes coulant sur son visage. Dr Foster était assise à côté de lui, également ému par ce qu'il voyait. « Amanda, » murmura Michael, « regardez ce que nous avons créé. Regardez ce que la fille d'Elena est devenue. » « Pas seulement la fille d'Elena, » répondit doucement Dr Foster. « Elle est notre fille à tous maintenant, et elle montre au monde ce qui est possible quand nous croyons aux jeunes au lieu de les limiter. » L'interview déclencha un mouvement international. En quelques semaines, les candidatures pour les programmes médicaux pour jeunes affluèrent de 43 pays. Isabella était devenue non seulement un symbole d'accomplissement jeune, mais la preuve que l'avenir de la médecine résidait dans nourrir les dons où qu'ils apparaissent, indépendamment de l'âge ou des circonstances. 6 mois plus tard, Isabella retourna à Chicago comme la plus jeune personne jamais à s'adresser à l'Organisation mondiale de la santé. Se tenant devant les délégués de 194 pays, elle parla avec l'autorité de quelqu'un qui s'était prouvé dans les circonstances les plus difficiles imaginables. « Il y a 5 ans, j'étais une petite fille vendant des bonbons dans la rue,
rêvant de devenir médecin comme ma maman, commença Isabella. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas comme une exception, mais comme un exemple de ce qui est possible quand nous cessons de limiter les enfants et commençons à les autonomiser. Elle fit une pause, regardant l'assemblée de dirigeants mondiaux et professionnels médicaux. Ma maman, Dr Elena Martinez, est morte en croyant que la connaissance et la compassion pouvaient changer le monde. Elle avait raison. Mais elle n'aurait pas pu imaginer que son rêve grandirait en un mouvement mondial qui a maintenant formé plus de 5000 jeunes professionnels médicaux dans 67 pays. Les applaudissements debout durèrent 7 minutes. Alors qu'Isabella concluait son discours, elle pensa à cette matinée froide de décembre, quand elle s'était agenouillée à côté de Michael Richardson sur un trottoir de Chicago. Elle pensa aux mains de sa mère lui enseignant à vérifier un pouls, à la détermination de Michael d'honorer la mémoire d'Elena, à la volonté de Dr Foster de croire aux rêves impossibles. L'avenir de la médecine n'est pas seulement écrit par ceux d'entre nous dans cette salle, dit Isabella en conclusion. Il est écrit par chaque enfant doué qui rêve de guérir les autres. Notre travail n'est pas de les protéger de ce rêve, c'est de leur donner les outils pour en faire une réalité. Ce soir-là, lors d'un dîner privé célébrant l'expansion mondiale des programmes médicaux pour jeunes, Isabella se retrouva seule avec Michael pendant quelques moments. « Maman serait fière, n'est-ce pas ?» demanda tranquillement Isabella. Michael la serra dans ses bras comme rentrée à la maison. « Isabella, ta maman a commencé quelque chose de beau quand elle sauvait des vies dans sa salle d'urgence, mais tu l'as transformée en quelque chose d'extraordinaire. Tu as prouvé que la guérison n'a pas de limite d'âge, que la compassion ne nécessite pas de diplôme et que parfois les plus petites mains peuvent porter les plus grands rêves. » Alors qu'Isabella regardait autour de la salle, remplie de jeunes médecins en formation du monde entier, elle comprit finalement que cela n'avait jamais vraiment été à propos d'elle. Il s'agissait de chaque enfant qui avait jamais été dit qu'il était trop jeune pour faire une différence. Chaque rêve qui avait été rejeté comme impossible. Chaque don qui avait été négligé parce qu'il venait dans un paquet inattendu. La petite fille qui avait autrefois pleuré sur les manuels médicaux de sa mère était devenue la jeune femme qui s'assurerait qu'aucun autre enfant avec des mains guérisseuses n'aurait jamais à apprendre seul. Dr Isabella Martinez, plus honorifique maintenant, mais gagnant sa place une vie sauvée à la fois, avait transformé l'héritage de sa mère en l'avenir de l'humanité. Et la meilleure partie, elle ne faisait que commencer.